2008, la crise financière a non seulement ébranlé les marchés financiers, mais a également eu un impact profond sur la vie quotidienne de millions de personnes. Beaucoup de gens ont perdu tout l'argent qu'ils avaient. Les familles, déjà en difficulté, ont vu leurs ressources financières s'épuiser, les laissant dans une situation financière précaire. Beaucoup de gens qui avaient investi de l'argent l'ont perdu. Des milliers de familles se sont appauvries. Les investisseurs, même les plus avertis, ont vu la valeur de leurs investissements, notamment dans l'immobilier, s'évaporer, entraînant des pertes colossales. Beaucoup de gens ont perdu leur travail et n'avaient plus d'argent. Le chômage a atteint des niveaux records et les gens n'avaient plus de sources de revenus stables. Les marchés boursiers du monde entier ont chuté, effaçant des billions de dollars de valeur. Les gens n'avaient plus confiance dans les banques et se demandaient si c'était sûr de garder leur argent là. Et les pauvres devenaient de plus en plus pauvres. C'était le pire effondrement économique qui a mis de nombreuses personnes dans des galères incessantes. Les pauvres n'arrivaient plus à payer leur loyer. S'ils étaient propriétaires, ils n'arrivaient plus à payer le crédit de la banque. La banque saisissait leur maison et ils se retrouvaient dans plus de difficultés financières. C'était la réalité économique qui a ruiné beaucoup de personnes. Cependant, cela n'est rien comparé au grand effondrement économique qui se prépare en ce moment. Les signaux d'alarme retentissent à nouveau, indiquant qu'un effondrement économique encore plus grave se profile à l'horizon. Les dégâts et les conséquences de l'effondrement à venir pourraient être pires que tout ce que nous avons déjà vu. Des centaines de millions de personnes vont s'appauvrir. Un nombre important d'investisseurs va perdre beaucoup d'argent. Des experts comme Ray Dalio prédisent que les répercussions de cet effondrement imminent pourraient être bien plus graves et étendues que celles de 2008. Il dit que les facteurs comme les cycles de dette, les écarts de richesse et les conflits internes et externes, l'inflation, la dévaluation monétaire et les dynamiques de pouvoir mondial seront les facteurs qui contribueront à la fragilité de l'économie mondiale actuelle. Voici comment il prévoit le grand effondrement qu'il prédit se produire. On sait que dans notre économie moderne, aucun individu n'a besoin d'utiliser son propre argent s'il veut devenir riche ou s'il veut simplement acheter quelque chose pour consommer. Prenez l'exemple de Paul, qui est un tout nouvel investisseur immobilier. Il va dans une banque et demande à la banque de lui prêter de l'argent. Il présente son projet aux banquiers qui vont décider de lui prêter ou non l'argent dont il a besoin. Les entreprises ou les particuliers comme lui empruntent de l'argent à la banque pour investir dans des projets, dans des biens immobiliers, etc. Et parfois, ils empruntent avec des taux très bas. L'argent qu'ils empruntent de la banque va servir à acheter des biens de consommation ou encore à investir. Et le fait de donner aux gens l'argent pour dépenser ou investir contribue à la croissance économique et crée plus d'emplois. C'est comme ça que l'économie fonctionne ces dernières années. Paul s'est cru intelligent pour investir au lieu de consommer. Après tout, il a compris que la banque centrale imprime de l'argent qu'elle va confier aux banques commerciales pour donner aux gens à des taux généralement bas, pour dépenser et investir parce que cela stimule l'économie du pays. Ce modèle économique est répandu partout dans le monde. Cela permet aux pauvres non seulement d'avoir de l'argent pour investir et sortir de la pauvreté, mais également d'avoir de l'argent pour consommer encore plus, et ainsi rester attachés aux dettes et s'enfoncer davantage dans la pauvreté. Cela permet aussi aux riches d'avoir de l'argent pour investir encore plus dans des projets et des actifs, et par là, devenir encore plus riches. Ils vont se mettre à acheter de l'immobilier, à acheter des parts d'entreprise en bourse et à investir dans d'autres projets. Par exemple, un investisseur comme Robert Kiyosaki a dernièrement emprunté plus de 150 millions de dollars pour investir dans l'immobilier. Et le fait d'acheter des actifs comme l'immobilier ou encore des parts d'entreprise en bourse avec cet argent entraîne une augmentation de leur valeur. C'est ce qu'on a vécu ces dernières années avec le prix des actifs qui ont augmenté sans cesse. Mais à un moment donné, ce système de capitalisme financier va pousser les gens à tellement s'endetter qu'ils auront du mal à rembourser leurs dettes. Une fois que les gens ont du mal à rembourser leurs dettes, les banques vont augmenter les taux d'intérêt et rendre difficile pour les gens de s'endetter. Les investissements et les consommations vont ralentir parce que les gens avaient l'habitude de s'endetter pour investir et consommer, ce qui va affecter négativement l'économie. Mais Paul, notre personnage, a, malgré lui, fait une erreur monumentale avec l'argent qu'il a reçu de la banque. Il a fait un mauvais investissement. Il a investi dans une ville qui n'attire pas de monde. Il n'a plus de locataires et n'arrive plus à payer son crédit. Comme lui, beaucoup d'investisseurs qui ne sont plus capables de rembourser leur crédit sont contraints de vendre les actifs qu'ils ont achetés. Et vu qu'ils sont obligés de vendre leurs biens pour rembourser leurs dettes, ils le font à un prix réduit,
à un prix très bas. La vente forcée de leurs actifs va conduire à la baisse de la valeur de ces actifs, et cela à grande échelle. Paul, ainsi que tous ceux qui sont endettés et qui ne peuvent plus payer leurs dettes, vont se retrouver dans des difficultés financières. Ils vont entraîner toute leur famille avec eux dans cette difficulté financière. Ils vont réduire leur consommation, ils vont vendre tous les autres actifs qu'ils ont pour rembourser leurs dettes. La situation de Paul s'aggrave encore plus quand son employeur, également en difficulté financière, doit le licencier, ainsi que plusieurs de ses collègues. Cela illustre comment les problèmes financiers peuvent avoir un effet domino, affectant non seulement les individus et les entreprises, mais aussi l'économie dans son ensemble. Cette situation économique est exactement celle dans laquelle nous sommes actuellement. Les gens ne peuvent plus s'endetter facilement auprès de leur banque pour consommer ou financer leurs projets. S'ils sont déjà endettés, ils vont être obligés de vendre les actifs qu'ils ont pour payer leurs dettes et vendre à un prix relativement bas. Lors d'une conférence en septembre dernier, les notaires du Grand Paris ont estimé que la crise immobilière en cours va s'accentuer avec une baisse des prix de plus de 5%. Et l'immobilier est juste un exemple parmi tant d'autres. Ray Dalio et les économistes appellent cela le cycle de la dette. Et nous sommes aujourd'hui vers la fin de ce cycle. Si ce cycle de la dette n'est pas géré correctement, il peut conduire à des crises de la dette très graves où les gens seront incapables de rembourser leurs dettes. Et cela peut conduire à un grand effondrement économique marqué par des faillites et des crises financières. Les gens vont s'appauvrir encore plus. Ils n'ont plus d'argent pour se payer les choses dont ils ont besoin. Ils n'ont plus d'emplois qui les rémunèrent. Les entreprises font faillite. Elles ne peuvent plus financer de nouveaux projets et ne sont même pas capables de rembourser les dettes qu'elles ont déjà contractées. La misère va pousser les pauvres à sortir dans les rues et manifester. Parce qu'en plus de s'appauvrir de plus en plus, ils voient les riches devenir de plus en plus riches. L'écart de richesse entre d'un côté les pauvres et de l'autre les riches devient énorme. Quand Paul et tous les autres ont été obligés de vendre leurs actifs pour payer leurs dettes, les riches viennent avec leur grande fortune et achètent tous les actifs à prix très bas. Ce sont les soldes pour eux. Et par là, ils s'enrichissent encore plus. Et Paul et les autres s'appauvrissent. Ray Dalio estime que cela est très dangereux pour l'économie et voici pourquoi. Cet écart de richesse crée une inégalité croissante. Et par inégalité, je veux dire la distribution disproportionnée des ressources financières et des actifs. Cela peut créer des tensions sociales et un mécontentement généralisé parmi les gens les moins privilégiés. Les enfants des riches auront accès à une éducation de qualité, tandis que ceux des pauvres ne l'auront pas. Les riches auront accès à des soins de santé de qualité, tandis que les pauvres ne l'auront pas. Ceux qui ont un faible revenu auront tendance à dépenser une plus grande partie de leur revenu que ceux qui ont un revenu élevé. Et cela perpétue le cycle de la pauvreté et de l'inégalité, ce qui crée des tensions sociales et politiques avec des manifestations, des protestations et parfois des violences. Et la cohésion sociale et politique est en danger. L'augmentation des mouvements de protestation à travers le monde, comme les manifestations des Gilets jaunes en France, indique un mécontentement croissant face à l'inégalité et pourrait être le prix d'une instabilité économique plus large. Et Ray Dalio va jusqu'à dire que cela peut entraîner un populisme et un extrémisme avec des mouvements politiques qui vont exploiter la misère, les frustrations populaires pour gagner en soutien. C'est la deuxième raison pour laquelle l'effondrement qui peut survenir pourrait être plus grave que tout ce que nous avons connu. Mais la troisième est tout aussi sérieuse. En plus du fait que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, le peu d'argent qu'ils ont ne leur permet plus d'acheter la même quantité de choses qu'auparavant. Si avant ils faisaient leurs courses pour toute la semaine avec 100 €, aujourd'hui il leur faut 130 € pour faire les mêmes achats. 30 € de plus pour acheter les mêmes choses qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Le résultat est que la valeur de l'argent que les gens possèdent diminue. Et vu qu'ils sont désormais obligés de dépenser plus pour acheter, ils n'auront plus assez d'argent pour épargner, investir et consommer autant. Ce phénomène peut créer une instabilité économique et, pire, dissuader les investisseurs étrangers et domestiques d'investir leur argent et de détenir la devise en question. Par exemple, Ray Dalio n'a pas voulu investir des milliards de dollars qu'il gère en Europe, ni même les détenir en euros. Il préfère plutôt investir dans des pays qu'il juge prometteurs, comme la Chine. Ce qui nous amène à la quatrième raison. À mesure que les populations de certains pays s'appauvrissent, que leur monnaie se dévalue et que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit, de nouvelles puissances économiques émergent. C'est le cas de la Chine. En l'espace de 40 ans, a sorti plus de 300 millions d'individus de la pauvreté. La Chine est le nouvel Eldorado économique et tous les investisseurs veulent y aller.
tout le monde s'accorde à dire que l'économie chinoise va dépasser celle des États-Unis et qu'elle sera la première puissance mondiale d'ici peu. Pendant que les États-Unis et tous les pays occidentaux sont plongés dans une inflation importante, un écart de richesse conséquent et des conflits internes incessants, la Chine s'est taillée une place prépondérante dans les affaires économiques mondiales. Elle cherche à contrôler davantage de ressources minières, de territoires stratégiques et à étendre sa sphère d'influence dans le monde. Elle a réussi à rendre le monde entier dépendant d'elle. Et quand son économie ne va pas bien, le monde entier en ressent les effets. Un problème ou un conflit impliquant la Chine peut affecter le commerce mondial, les chaînes d'approvisionnement et les marchés financiers contribuant à l'instabilité économique globale. Elle travaille à ce que, quand les gens font des achats à l'étranger, ils utilisent sa monnaie, le yuan chinois, au lieu du dollar américain, actuellement la monnaie utilisée dans les transactions internationales. Il est quasi certain qu'elle sera la première puissance mondiale d'ici peu. C'est ainsi depuis les 500 dernières années. Un pays devient puissant économiquement, militairement, contrôle le monde pendant un certain temps, atteint son apogée, puis s'effondre lentement, pour laisser la place à une nouvelle puissance. Les États-Unis et leurs alliés ne vont pas se laisser faire. Ainsi, les récentes tensions géopolitiques, comme les conflits en Ukraine et les tensions entre les États-Unis et la Chine, ont créé une incertitude mondiale, infectant les marchés et les investissements. Beaucoup de pays du monde entier sont actuellement dans le rouge. Les croissances économiques sont faibles, voire négatives pour beaucoup de pays. Dans la zone euro, la croissance prévue est de 0,7%, et ce chiffre continue d'être révisé à la baisse. L'Union européenne dans son ensemble frôle la récession en ce moment. Si vous combinez tous ces éléments que nous venons d'évoquer, si votre gouvernement imprime beaucoup d'argent, si vous avez une inflation qui persiste, si les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, que les tensions sociales, les manifestations, les mécontentements se multiplient, que l'ordre interne est menacé, que votre statut de puissance dominante est également en déclin et que vous ne produisez plus grand-chose comparé à avant, que la bulle immobilière persiste dans plusieurs grandes métropoles, que les investissements et les projets ne sont plus financés par la dette parce que vous êtes déjà largement endetté, alors l'effondrement qui découle de cette situation va être pire que tout ce que vous avez connu. Ray Dalio n'est pas un pessimiste fini qui ne voit que l'effondrement. Il offre des solutions qui peuvent aider les gens à mieux s'en sortir lorsque l'embrasement va commencer. Il dit qu'il faut premièrement diversifier vos investissements. Et il est tellement sérieux dans ce principe qu'il va jusqu'à acheter des actifs comme le Bitcoin pour s'assurer que son argent est bien diversifié. Il dit ensuite qu'il faut que les pouvoirs publics agissent pour réduire l'écart des richesses en donnant aux pauvres les mêmes opportunités. Que les gens doivent arrêter de s'endetter pour consommer. Que l'économie doit être stimulée plus par le travail, la productivité, que par la dette. Il faut que les pouvoirs publics réduisent leurs dépenses et allouent judicieusement l'argent que les contribuables leur confient. Qu'il faut un bon leadership et une bonne éducation. Et enfin, qu'il faut aspirer à une cohésion sociale et désirer vivre ensemble dans nos différences et nos particularités.